pour faire la passerelle entre le livre et les cultures africaines, vous remarquerez, je parle toujours au pluriel, j'étais obligé de choisir quelques exemples de livres dont la trame pourrait être un trait culturel, un fait culturel de ces Afriques-là. Et moi, je viens d'Afrique occidentale, donc je pense que c'est la partie du continent que je connais le mieux. Mais le premier livre sur lequel je vais commencer est celui d'une femme. Elle vient du Sénégal. Ah, je l'adore, je suis amoureux d'elle, je pense. Elle s'appelle Fatou Diom. Ah là là, comme on dirait sous certains toits, elle n'a pas la langue dans sa poche. Mais c'est normal, la vie n'a pas été tellement gentille avec elle. Elle est née, ce qu'on appelle comme une vie naturelle. Sa mère l'a eu hors mariage. Oh là, quel scandale, un vrai scandale. Ça lui a pesé. Elle a dû se construire toute seule. Et c'est une universitaire. Je vous épargne les détails. Elle est venue étudier en France, à Strasbourg. Elle est aujourd'hui doctorat honoris causa. Et à côté de sa carrière d'enseignante, elle écrit. Et après un premier recueil de poèmes, elle a réalisé un bouquin qui touche à une de nos traditions africaines. Le titre, Le ventre de l'Atlantique. Je pense que c'est sorti aux environs de 2003. La trame de ce bouquin, c'est la solidarité. C'est l'histoire de Sally qui veut venir rejoindre Ndjike, sa sœur, en France. Mais comment expliquer à Sally que non, ici, il y a de la misère. Non, ici, on n'est pas des assistés. Mais en même temps, là-bas au pays, on leur laisse croire que tout le monde devient riche comme tous les footballeurs que vous voyez sur votre petit écran, comme le chanteur vedette, comme Youssou N'Dour que vous voyez. Tout le monde en France, on dit même le balayeur, il a un salaire plus riche, plus important que celui d'un ministre au Sénégal, en Côte d'Ivoire ou au Mali. Donc tout le monde rêve de venir ici. Donc voyez-vous, grosso modo, cette œuvre comment on appelle, de Fatou Diom, elle se consacre également, tu vois, à mettre le doigt sur ces leurs. En même temps, ces espoirs des gens qui veulent venir en Europe. Voilà pourquoi, chers spectateurs qui êtes devant vos écrans, je vous conseille vivement ce livre de Fatou Diom concernant la notion de solidarité. Le deuxième bouquin, c'est celui d'une dame que j'aime beaucoup, que je respecte à tous les niveaux, humainement, socialement, intellectuellement. C'est la Malienne Aminata Dramane Traoré, qui elle aussi, comme Fatou Diom, a étudié, a fait des études supérieures en France, à l'université de Caen. Et son bouquin, qui est sorti, je crois, en 2002, c'est Le viol de l'Afrique. Le viol de l'imaginaire. Et le viol de l'imaginaire, ça met en regard vraiment les dégâts collatéraux provoqués par l'entrée, pour reprendre l'expression, par l'entrée du monde occidental et particulièrement de la France, cette entrée par effraction dans notre continent. Parce que voyez-vous, chez nous, les sociétés traditionnelles que je connais, la formation de l'individu, elle passe par plusieurs étapes pour l'accompagner à devenir adulte, en lui transmettant les valeurs universelles, le sens de l'effort, le sens de la collectivité, le modèle économique, le modèle social, le modèle culturel. Et c'est ce qu'on appelle, par le nom générique, les rites d'initiation. Et c'est ça qui fabriquait l'homme. Cet homme qui va s'intégrer dans un ensemble de nations pour construire son devenir, son présent et son devenir ensemble. Eh bien, quand l'Occident a débarqué chez nous, leur argument, c'était pour nous apporter la civilisation. Comme si on n'en avait pas ici le continent africain. Nom de Dieu, c'est quand même les savants noirs du bassin du Nil, les savants noirs de l'Égypte ancienne, qui ont formé tous les savants de Grèce, notamment Pythagore pour les mathématiques, que ce soit la trigonométrie, l'architecture. Tous ces savants ont été instruits en Afrique, dans le bassin du Nil, par des savants noirs. Je vous donne la référence, c'est consigné dans le bouquin de l'Américain d'origine éthiopienne, Youssef. Le titre, The Black of the Niles and his Family. Voilà. Je ferme la parenthèse pour ceux qui disent que l'Afrique n'est pas encore assez rentrée dans l'histoire. C'était encore Sarkozy en 2007 à l'émission à l'université Cheikh Anta Diop. On l'oublie, on passe à autre chose. Donc ils sont rentrés chez nous, tout peut-être devenus nous civiliser. On avait des civilisations. Et on avait une organisation sociétale, politique, avec
donner des bases de la démocratie. Mais tout ça a été faussé par ces agresseurs. Et c'est ce que reprend Aminata Dramane Traoré dans le viol de l'imaginaire. On a violé nos imaginaires. Des gars comme moi, à l'école, on m'a appris que les Noirs et les Blancs étaient supérieurs aux Noirs et qu'on ne m'enseignait pas l'histoire de mon continent africain, encore moins celle de mon pays. Et qu'on m'a obligé à penser comme si j'étais né en France et que mes ancêtres étaient gaulois. Cet imaginaire-là, et à l'époque, j'étais incapable de réciter un poème Senufo, qui est ma tribu, ou un poème sérère. Donc cet imaginaire a été violé. Et c'est ce sur lequel Aminata Dramane Traoré met le doigt, hein, par son bouquin, Le viol de l'imaginaire. Et elle pense qu'aujourd'hui, comment on appelle, ce viol de l'imaginaire, c'est vraiment une analyse lucide de la situation actuelle de l'Afrique. Il souligne les effets ravageurs de la mondialisation néolibérale. Il dénonce l'inadéquation et les conséquences néfastes des remèdes proposés par les institutions internationales comme la Banque mondiale et le FMI. Et qu'aujourd'hui, nous, Africains, nous devons nous affranchir de leur vérité et penser notre propre vérité par nous-mêmes et pour nous-mêmes. C'est ce que le plus jeune que Aminata Dramane Traoré, qui s'appelle Felwine Sarr, a conseillé également dans son bouquin Afrotopia. L'Afrique n'a personne à rattraper. L'Afrique doit penser par elle-même et pour elle-même. Je vous conseille vivement, chers spectateurs, la lecture de Aminata Dramane Traoré, Le viol de l'imaginaire. Je ne pouvais pas venir à Sarcelles sans exhumer un auteur de Sarcelles dont j'ai parlé dans mon émission L'Afrique en solo, héritière de l'Afrique enchantée. Il s'appelle Insa Sané. Et il a produit, il y a quelques années, 4 livres qui sont un ensemble consigné dans ce qu'il a appelé la comédie urbaine. Et le premier volet de ces 4 œuvres, c'est Sarcelles, Dakar. Et dans ce bouquin, le personnage s'appelle Ediraël. Voilà un petit jeune né à Sarcelles. Eh bien, lui, son quotidien, c'était les petites emmerdes, les petites dragouilles des petites filles dans le quartier, les petits trafics foireux qu'il faisait entre la ville de Sarcelles et la gare du Nord à Paris. Et puis un jour, son père décède. Sa mère veut rendre un hommage à son mari, donc au père d'Israël, au pays. On rapatrie le corps. Bon, on le contraint, il finit par aller à Dakar. Et là, il va glisser dans la famille et par les récits divers et variés, les contes, il commence à rentrer progressivement dans ce pays qu'il connaît à peine, c'est son origine, mais il ne le connaît pas du tout. Il va découvrir les enseignements qu'on lui transmet par le conte, par le récit, par des choses qu'il n'aurait jamais entendues ici au pays. Et donc, il va finir par accepter ce retour au bercail. Et ça lui a été bénéfique. Et il s'est réconcilié avec la mémoire de son père. Et c'est ce que ce jeune auteur, Issa Sané, qui est à la fois un auteur littéraire, mais qui est aussi un comédien, un slameur. Et il a même été le leader du groupe, le Soul Slam Band. Et il est de Sarcelles. Je voulais terminer vraiment par une œuvre emblématique. Je sais que l'ensemble du continent a connu de grands royaumes, de grandes civilisations. J'évoquais tantôt celle de l'Égypte ancienne. Mais l'une des derniers empires de l'Afrique occidentale qui me parle aujourd'hui, me parlera demain, c'est l'empire du Mandé, fondé au Moyen-Âge, en 1232-1233, par l'empereur Sundiata Keïta. Et dans l'empire de Sundiata Keïta, il a réuni les Dozo, les maîtres chasseurs, connaisseurs de la brousse, de la nature, donc des plantes médicinales, pour écrire ce qu'on devrait appeler aujourd'hui la constitution de l'empire. Et ça s'est passé dans une localité qui s'appelait Kurukanfunga. Donc ça s'appelle ou la charte de Kurukanfunga
ou la charte du Mandé. Il y a plusieurs articles. Selon les versions, il y a un des chercheurs qui a trouvé 44 articles, mais celle que j'ai retenue, qui est celle de Tata Cissé, et il y a 7 grands points. Je vais faire court sur celle-là. Dans les différents points, il dit, une vie est une vie. Une vie n'est pas plus ancienne ni plus respectable qu'une autre. De même qu'une autre vie n'est pas supérieure à une autre vie. Le respect de la vie. Dans cette charte, il y a des règles pour le respect de la nature. De quoi parlons-nous aujourd'hui? Écologie, écologie, écologie. Ceux qui viennent d'un pays qui disent que l'Afrique n'est pas encore ancrée dans l'histoire, ceux-là, au moment où leur pays était une région féodale, il y avait un empire qui déjà au Moyen-Âge se préoccupait de la nature. Il s'appelle Sundiata Keïta. Et c'est un Africain. Et bien entendu, cette charte qui a été pondue par des universitaires africains, bien forcément, comme c'est souvent le cas, vous trouverez des gens de par ici, des pays dominateurs, oh mais enfin, ça n'a aucune espèce de valeur, c'est l'oralité. Et puis de toute façon, ils ont écrit cette charte pour les besoins politiques du moment, bien sûr pour décrier, pour l'avilir. Ok, on ne peut rien contre ça. On se rappelle du savant Cheikh Anta Diop, quand même, qui a fait évoluer les recherches sur le carbone 14, quand il a développé ses thèses, notamment l'antériorité des civilisations nègres. On a vu combien d'intellectuels français qui lui ont levé des boucliers pour lui tirer dessus. La charte de Kouroukafunga, pareil. Ok. Mais je vous le dis et je l'assume. Nous, Africains, nous avons besoin de messages comme la charte de Kouroukafunga. Nous avons besoin de chansons comme James Brown, Say It Loud, I'm Black and Proud. Dis-le haut et fort, je suis noir et fier. Des gens comme nous qui avons été décérébrés, dont l'imaginaire a été violé. Nous avons besoin de textes comme ceux-là pour réinventer notre avenir avec des modèles noirs. Parce que tant que nous continuerons à penser à travers le modèle des autres, ceux qui nous ont pillés, qui ont été des prédateurs chez nous, qui continuent de nous dicter leurs lois, nous ne nous en sortirons jamais. L'Afrique n'a besoin de personne à rattraper. Elle a besoin juste de penser par elle-même et pour elle-même. Et c'est en cela que la lettre aujourd'hui nous aide, la littérature nous aide. Nous avons pour la plupart de nos pays la culture orale. Mais l'avantage du livre aujourd'hui, c'est que tout ce qui est dit, tout comme qui a valeur scientifique, valeur sociale, valeur politique, ça peut être consigné par écrit et ça peut circuler. L'adage dit chez moi, un vieillard de 100 ans qui a vécu toute sa vie dans son village a une seule intelligence. Mais le jeune de 20 ans qui a voyagé à travers 10 villages a 10 intelligences. Et un livre a la capacité de faire le tour du monde. Et le livre africain, avec l'Oiseau Indigo, à travers son festival Parole Indigo, et aujourd'hui, l'African Book Truck, en voyageant, enrichit les Africains qui ne connaissent pas leurs racines, ça les enrichit. Ceux qui peuvent avoir même un regard condescendant vis-à-vis de ce continent, ça va leur donner des clés de lecture pour une meilleure connaissance des peuples et des civilisations de ce continent. Donc, vive le livre, vive l'African Book Truck, et vive Sarcelles qui nous accueille aujourd'hui. Je vous remercie.